Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Bonjour et bonne année à tous. Vous allez donc avoir maintenant la vidéo numéro 7 du cours de philosophie grecque. Elle portera sur le sophiste Hippias. La dernière fois, donc, j'avais commencé à l'étudier en vous donnant quelques éléments sur sa vie, sur les témoignages relatifs à sa vie. Et donc, nous allons maintenant entrer dans l'étude de textes concernant ce sophiste célèbre. Je vais donc vous montrer le texte et le plan de ce que nous allons utiliser et vous allez voir que ça sera très simple. Voilà, vous voyez s'afficher, vous avez reçu d'ailleurs ces documents. Nous avons vu la vie et les œuvres et nous allons étudier, comme vous le voyez, deux textes. Premier texte, le légal et le juste. Deuxième texte, la loi tirant des hommes. Et donc, pour aujourd'hui, nous commencerons le texte 1, le légal et le juste, qui est tiré des Mémorables de Xénophon. Vous voyez sur le plan que je vais vous donner un aperçu sur la vie et les œuvres de Xénophon, quelques mots sur cette œuvre célèbre de Xénophon, les Mémorables, et nous commencerons donc l'étude du texte. Donc d'abord, quelques mots sur la vie de Xénophon. Xénophon est né aux environs de 430, donc vers la fin du 5e siècle, et il est mort après 355. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu environ 75 ans. Bon, c'est un nom qui vous est peut-être familier, puisque à partir du moment où on parle de littérature grecque, inévitablement, on parle de Xénophon. Donc Xénophon est un Athénien, un contemporain de Platon. Si vous comparez les dates, il est né vers 430 et Platon est né vers 427. Platon est mort en 347 et lui est mort vers 355. Donc, ils sont strictement contemporains. Et avec Platon, c'est le disciple le plus célèbre de Socrate. Et en tant que tel, il est inévitable qu'ils se mettent à parler des sophistes. Il a sans doute rencontré Socrate vers l'âge de 20 ans, donc vous voyez, aux environs de 410, donc une dizaine d'années avant la mort de Socrate. Et Xénophon, je dirais, n'est pas un aventurier, mais essentiellement un homme qui aime les expéditions et la vie militaire. Donc, quelques mots là-dessus. Il a rencontré Socrate donc vers 410. En 401, il s'enrôle dans l'armée des mercenaires grecs qui s'est mise au service de Cyrus le Jeune. Ce Cyrus le Jeune, c'était le frère cadet du roi de Perse Artaxerxès II. Et Cyrus, donc, se révoltait contre son frère et il avait absolument besoin, parce que les Grecs étaient réputés tout de même meilleurs soldats que les Perses, d'une forte armée de mercenaires. Et en outre, les mercenaires grecs qui allaient chez Cyrus étaient bien payés. Donc, notre Xénophon, par goût de l'aventure, s'enrôle dans cette fameuse armée de Cyrus le Jeune. L'armée de Cyrus le Jeune rencontre à une centaine de kilomètres de Babylone, à Cunaxa exactement, celle du roi de Perse, son frère aîné, Artaxerxès II. Cyrus remporte la bataille grâce aux mercenaires grecs, mais il est tué. Donc cette victoire se transforme en défaite et les 10 000 mercenaires grecs à son service, qui sont donc là au cœur de l'Iran en Babylonie, n'ont qu'un désir, c'est de rejoindre leur pays. Ils sont à quelques centaines de kilomètres de la mer. Je passe sur les aventures. Elles ont été racontées par Xénophon dans l'Anabase, c'est-à-dire cette remontée sur les hauts plateaux iraniens pour redescendre ensuite vers la mer. Donc, il finit, comme beaucoup de mercenaires, par regagner son pays.
comme il a toujours le goût de la vie militaire, en 396, il s'enrôle dans l'armée du roi de Sparte, Agésilas, qui guerroie pour le compte de Sparte en Asie mineure, donc qui guerroie évidemment contre le grand roi de Perse. Cela vous indique aussi que Xénophon aime non seulement la vie militaire, mais il aime bien la vie spartiate et les coutumes et les institutions spartiates. En 394, donc 2 ans après, Agésilas est rappelé à Sparte à cause d'une situation politique préoccupante, c'est-à-dire que les Grecs sont en train de s'allier contre Sparte. Continuons, 394, la même année, il y a une bataille en Béotie à un site appelé Coroné. D'un côté, Sparte et de l'autre côté, les alliés athéniens. Donc une alliance athénienne contre Sparte qui dominait la vie athénienne depuis quelque temps. Eh bien, notre Xénophon, qui est athénien, mais qui est laconophile, comme je vous l'ai dit, se trouve dans les rangs spartiates et donc contre sa patrie, qui, on le comprend, le condamne à l'exil. Il est exilé, ses biens sont confisqués, mais Sparte le dédommage en lui donnant près d'Olympie à Sillonte un domaine important où notre Xénophon va devenir gentilhomme compagnard et élever ses 2 fils à la Spartiate. Un peu plus tard, Sparte va faire appel à Athènes pour lutter contre Thèbes et son chef Épaminondas, parce que Thèbes est en train de ravir l'hégémonie à Sparte. Donc, Sparte fait appel à Athènes. Du coup, contre Épaminondas, Xénophon se réconcilie avec sa patrie, à preuve. En 362, dans le Péloponnèse, a lieu une grande bataille à Mantinée, où les Thébains remportent la victoire contre Sparte et alliés, mais Épaminondas meurt, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'un des fils de Xénophon, Grillos, se trouvait dans la cavalerie athénienne, donc vous voyez, avait rejoint sa patrie, et fut tué au combat. Voilà les principaux événements de Xénophon. Eh bien, vous vous direz comment cet homme-là a pu être le disciple fervent de Socrate. D'un côté, je vous l'ai dit, c'est un laconophile fervent. Si on est laconophile, on est bien sûr hostile à la démocratie athénienne. Platon aussi était hostile à la démocratie athénienne. Vous l'avez vu, c'est un homme de guerre, un homme d'action, un homme très pragmatique. Parmi les ouvrages qu'il a écrits, en effet, il y en a un qui s'appelle l'Économique, qui n'a presque rien à voir avec notre économie, mais économie est un mot grec, oikonomia, c'est-à-dire la gestion de la maison et de tous les biens domestiques et des domaines domestiques. Donc, il a écrit une économique, gestion des biens. Il a écrit un de la chasse, c'est normal, de l'équitation, etc., etc. Mais revenons à Xénophon, disciple de Socrate. Voyez, ce pragmatique, donc cet homme qui n'est pas un intellectuel, a été séduit par Socrate, lequel, entre autres, lui a donné le goût de la discussion. Et donc, parmi les nombreuses œuvres de Xénophon, j'ai cité l'économique, de la chasse, de l'équitation, bon, etc., il y en a une bonne douzaine, il y a 3 ouvrages de Xénophon spécialement consacrés à Socrate, les mémorables, c'est du latin memorabilia, des choses dont il est bon de se souvenir, des sortes de mémoires si vous voulez, dont le principal personnage est Socrate. Il y a une apologie de Socrate, alors vous voyez qu'elle fait pendant à l'apologie de Socrate écrite par Platon. Donc nous avons 2 apologies de Socrate faites par 2 de ses disciples illustres. Un banquet, il y a un banquet de Platon où Socrate est le personnage principal, il y a un banquet de Xénophon où Socrate est le personnage principal.
Et donc, vous voyez, dans les Mémorables, dans l'Apologie de Socrate, dans le banquet, le personnage principal, c'est Socrate. Et donc, je vais dire quelques mots du Socrate de Xénophon et du Socrate de Platon, puisque Socrate, vous voyez, est très important chez les deux. Et aussitôt, on se pose la question, où est le vrai Socrate? Je ne veux pas anticiper sur le cours que je ferai sur Socrate, mais pour le moment, on peut se poser la question, théorique, je dirais. Est-ce que le vrai Socrate, c'est celui des Mémorables, ou le vrai Socrate, est-ce celui de Platon? C'est une question finalement insoluble. On pourrait disserter là-dessus infiniment, ça n'avancerait pas beaucoup. Mais voyons donc le Socrate que Xénophon a perçu, c'est ce qui nous intéresse. Et comme Xénophon est un homme pragmatique, je vous l'ai dit, il écrit dès le début des Mémorables, en ouverture, je crois que c'est la première phrase, ceci: comme Socrate m'a paru être utile à ses compagnons, d'une part en acte, en se montrant tel qu'il était, d'autre part par sa conversation. C'est ce que je vais rapporter en exposant tout ce dont je me souviendrai à ce sujet. Donc, vous voyez, ainsi, le sujet des 4 livres des Mémorables est bien fixé. Il a été frappé par un Socrate utile dans sa vie et dans sa conversation. Donc, c'est un livre très bien organisé. Laissons cela de côté. On peut se poser la question là aussi de la datation. Vous savez que les anciens n'avaient pas l'habitude de dater leurs ouvrages. Et donc, c'est un problème là aussi insoluble parce il est intéressant théoriquement de se demander est-ce que le Socrate de Xénophon est antérieur ou postérieur à celui de Platon? Alors, celui de Platon, il s'étale sur pratiquement toutes les œuvres de Platon, lesquelles s'étalent sur plusieurs décennies. Alors, vous voyez, c'est déjà plus difficile. Et donc, est-ce que quand Xénophon a écrit ses Mémorables, il avait connaissance de quelques œuvres de Platon? On ne peut faire là que des hypothèses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Socrate de Platon, nous allons le voir, pardon, de Xénophon, nous allons le voir justement dans le passage que nous allons étudier. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, comme vous l'avez vu par le plan, le premier texte que nous allons voir pose le problème des relations entre la loi et la justice, entre le légal et le juste. Et ce texte est intéressant parce que c'est le seul témoignage qui nous expose avec quelques précisions la définition de la loi que défend Hippias. J'avais l'air de m'écarter de Hippias, mais c'était bien pour y revenir, vous voyez. Et donc, vous allez voir une opposition fondamentale dans ce texte entre la position de Socrate qui dit la justice, c'est la conformité à la loi, et celle d'Hippias qui dit ce critère de la loi n'est pas valable car les lois sont changeantes. Elles sont changeantes, elles sont datées, elles sont circonstanciées, elles varient selon les pays, elles varient selon les époques, à l'intérieur d'un pays, elles varient selon les régimes politiques. Donc, Hippias dit, le juste ne peut pas résider dans quelque chose de changeant. Donc, nous allons voir maintenant ce texte que je vais vous afficher. Vous l'avez reçu également. Et donc, nous allons voir le début et je vais vous lire en gros les 30 premières lignes où il est question de Socrate inévitablement, puisqu'ensuite on va avoir un dialogue Socrate-Hippias. Donc, vous pouvez lire avec moi 4.1. En ce qui a trait à la justice, il, évidemment, c'est Socrate, ne dissimulait pas l'opinion qu'il s'en faisait, mais il l'a montré par ses actes, aussi bien en privé
lorsqu'il traitait tout le monde conformément aux lois et à leur avantage, qu'en public, lorsqu'il obéissait à la ville et à l'armée, à ceux qui commandent conformément à ce que les lois prescrivent, si bien qu'il était à l'évidence plus discipliné que les autres. Il va donner maintenant quelques exemples de la vie que je commenterai ensuite plus rapidement. Donc, vous voyez, 2, lorsqu'il fut désigné, Socrate, président de l'Assemblée de l'Ecclésia d'Athènes, il ne permit pas au peuple de voter au mépris des lois, mais avec leur soutien, le soutien des lois. Il s'est opposé à un assaut populaire tel qu'aucun autre homme, à mon avis, n'aurait osé braver. Cela demanderait beaucoup d'explications, je les donnerai plus tard. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, lorsque les 30, ce sont 30 tyrans qui ont gouverné Athènes vers 404. Lorsque les 30 lui donnaient un ordre contraire aux lois, il n'obéissait pas. Ils avaient interdit que l'on s'entretienne avec les jeunes gens et il lui avait ordonné, ainsi qu'à d'autres citoyens, de leur déférer un homme pour le mettre à mort. Il fut le seul à ne pas obéir parce que cet ordre lui avait été donné au mépris des lois. Troisième exemple, le procès de Socrate. Lorsqu'il s'est vu intenter un procès par Mélétos, alors que les autres ont coutume devant les tribunaux pour obtenir leur grâce, de s'entretenir avec les juges, de les flatter, de les supplier au mépris des lois, et que par ces moyens, beaucoup ont été souvent relâchés par les juges, lui n'a consenti à aucune des manœuvres illégales qu'on a la coutume de faire au tribunal. Et alors qu'il aurait pu être facilement relâché par les juges, s'il avait fait un usage même mesuré de l'un de ses moyens, il a préféré mourir en observant les lois plutôt que de vivre en les transgressant. Ce sont des propos qu'il a également tenus à d'autres à de nombreuses reprises, et voilà, il a introduit notre Hippias, et je sais qu'il a un jour, avec Hippias d'Élis, au sujet de la justice, l'entretien qui va suivre. Donc vous avez vu la justice de Socrate en acte, c'est-à-dire consistant dans son respect strict des lois. Donc entretien sur la justice avec Hippias. Comme Hippias était de retour à Athènes après une longue absence. Je m'arrête. Dans la vie d'Hippias, je vous ai dit que donc il était natif d'Élis dans le Péloponnèse et comme beaucoup de sophistes, il était renommé donc pour son éloquence et donc sa petite patrie ne cessait de l'envoyer en ambassade à droite et à gauche. Et puis il allait aussi à Athènes soit en ambassade, soit pour démontrer son savoir. Donc vous voyez, il était de retour à Athènes après une longue absence, imaginons-le, sans doute tournant dans le monde grec. Il se trouvait là lorsque Socrate lorsque Socrate faisait part à certains de son étonnement de ce que, si l'on veut enseigner à quelqu'un l'art du cordonnier, du menuisier, du forgeron ou du cavalier, on ne se demande pas avec embarras où l'envoyer pour qu'il reçoive cette formation. On dit même que pour celui qui veut faire dresser un cheval ou un bœuf, il y a partout plein d'instructeurs, mais que si l'on veut soi-même apprendre le juste ou bien le faire apprendre à son fils ou à un serviteur, on ne sait pas où aller pour recevoir cette formation. Je voudrais revenir sur l'expression que j'ai soulignée, les deux, faire dresser un cheval et, si l'on veut soi-même, apprendre le juste. Et je vais vous mettre le grec et vous allez voir que ces deux expressions qui apparemment n'ont rien à voir. Faire dresser un cheval et apprendre soi-même le juste. Et donc, passons au document que je vous ai envoyé, c'est ce que vous venez de voir.
vous lisez donc dresser les chevaux dikaius poiesastai. Ensuite, apprendre la justice, un peu plus loin, to dikaion matein. Et ce qui nous intéresse évidemment, c'est dikaius dikaion. Donc, c'est l'adjectif dikaios, qui est fabriqué à partir du substantif dikai, dont le premier sens est celui, vous le voyez, de règle ou usage, et le deuxième, de règle à suivre, et donc de justice. Et donc, naturellement, l'adjectif dikaios aura comme premier sens conforme à l'usage, et comme deuxième sens conforme à la loi, donc juste. Eh bien, vous voyez que c'est le même adjectif dikaios qui est pris pour le dressage des chevaux, parce que on fait d'eux, ce que dit poiesastai, des êtres qui vont être conformes à l'usage qu'on veut. C'est le premier sens. Et pour ce qui est d'apprendre la justice, on va apprendre to dikaion, ce qui est conforme à la loi. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que cet adjectif, donc, dikaios, employé dans les deux, nous permet de comprendre ces expressions. Donc, je reviens maintenant à mon texte principal. Donc, nous en étions là, vers la ligne 35 et 36, vous voyez. Donc, si on veut faire dresser un cheval, on trouve. Maintenant, si on veut apprendre le juste, on ne va pas trouver. Je reprends ma lecture au paragraphe 6, oui, avant peut-être de reprendre, retour sur Socrate. C'est pas ambiguïté, mais vous voyez, ces deux sens qu'avait dikaios, rendre conforme à l'usage, rendre conforme à la loi. Bon, il a employé volontairement et non pas par inadvertance. Donc, ces fameux dikaios, je rappelle que diké a le sens de justice, renferment justement les termes du problème qui est discuté ici, puisque c'est le rapport entre le juste, dikaios, et le légal. Et ce fameux dikaios, donc, se rapporte nettement à l'enseignement de Socrate. Socrate, en effet, reprochait aux Athéniens de ne pas chercher des maîtres compétents pour enseigner le juste, alors que, comme on le voit dans ce texte, il n'était pas en peine de trouver des maîtres pour enseigner le dressage des chevaux ou toute autre chose. Donc, on est au cœur là de la doctrine de Socrate. Je reprends la lecture au paragraphe 6. Je les ai mis en gros et puis un petit peu dans la marge pour que vous suiviez plus facilement. Après qu'Hippias eut entendu ces choses, il lui dit, comme pour le railler, « Tu racontes encore, Socrate, les mêmes choses que je t'ai déjà entendu dire il y a longtemps. » C'est sous forme d'interrogation, mais finalement c'est une affirmation. Tu vas continuer toujours à raconter les mêmes choses? Alors Socrate lui répondit, vous devinez, avec un petit ton ironique, « C'est encore plus terrible que cela, Hippias. Non seulement je dis toujours les mêmes choses, mais aussi est-ce sur les mêmes sujets. » Et là, il passe à l'attaque. Alors que toi, peut-être, comme tu es savant en plusieurs domaines, tu ne dis jamais les mêmes choses sur les mêmes sujets. Je m'arrête un petit moment. Tu es savant en plusieurs domaines. Il y a un très beau mot grec que je vous ai mis dans la troisième fiche. Savant, c'est mathès, en beaucoup de domaines ou plusieurs domaines, pollue. Donc, il est pollu mathès. Bon, c'est une vantardise justifiée, commune à tous les sophistes, de savoir beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Et donc, il lui dit, toi, comme tu es savant en plusieurs domaines, ça te permet de ne dire jamais les mêmes choses sur les mêmes sujets. Réponse d'Hippias. En vérité, répondit-il,
je tâche toujours de dire quelque chose de neuf. Et voilà, Socrate a réussi à le mettre sur son terrain. Alors, vous voyez, changement d'interlocuteur, Socrate, 50, y compris, demanda-t-il, Socrate, sur les sujets que tu connais. Par exemple, à propos des lettres, si quelqu'un te demande leur nombre et leur nature dans le nom Socrate, vous imaginez sigma, omicron, kappa, rho, etc. Donc, on te demande le nombre et la nature dans le mot Socrate. T'efforces-tu de donner aujourd'hui une autre réponse qu'autrefois? Ou encore concernant les nombres, à ceux qui te demandent si 2 fois 5 font 10, ne donnes-tu pas toujours la même réponse qu'autrefois? Sur ces sujets, Socrate répondit-il, donc notre Hippias, moi aussi, comme toi, en haut de la colonne 2, vous voyez, je dis toujours les mêmes choses. Sur le juste, toutefois, je suis persuadé que je puis maintenant dire des choses que ni toi ni personne d'autre ne pourrait contredire. Ah, c'est un peu ce qu'attendait Socrate. Alors à partir d'ici, pour faciliter les choses, je vous ai souvent mis un S pour Socrate et un H pour Hippias, parce qu'à partir d'un moment, on s'y perd un peu. Donc nous arrivons au paragraphe 8, mais avant d'aller plus loin, je m'arrête un petit peu sur ce qu'on vient de voir. Donc, Socrate, lui, dit toujours les mêmes choses sur les mêmes sujets, et à l'opposé, Hippias tâche, lui, de dire toujours quelque chose de neuf sur tous les sujets. Donc nous avons là une opposition fondamentale et correspondant d'ailleurs à la réalité, car Hippias, comme les sophistes, se vante de pouvoir tenir les discours les plus variés sur les sujets les plus variés. Or, la conviction de Socrate, c'est que la compétence nous oblige ou bien se voit au fait qu'on tient toujours le même discours. Pas besoin d'insister sur cette idée. Et lorsqu'il disait, on l'a vu tout à l'heure, tu es savant en plusieurs domaines, tu es polymathès, ai-je commenté. On a une différence ici très intéressante entre le Socrate, je dis bien, de Xénophon et le Socrate de Platon. Donc, je viens de vous le dire, le Socrate de Xénophon, lui, ne varie pas et il s'estime compétent pour enseigner la justice. Parce que, un, il a toujours pratiqué ce que disait le début du texte, et deux, il a toujours dit la justice, c'est de respecter les lois. Ça, c'est le Socrate de Xénophon. Donc, vous voyez, il s'estime compétent par rapport à la justice. Le Socrate de Platon est quelqu'un qui toujours se proclame ignorant de tous les sujets. Je reste un peu sur Platon. Grâce à cette proclamation d'ignorance chez Socrate, qui était d'ailleurs sincère, j'en parlerai plus tard en parlant de Socrate, grâce à cette ignorance proclamée, dans les dialogues de Platon, Socrate se met des fois à la simuler, et surtout, il feint de reconnaître le savoir que son interlocuteur prétend posséder. Ça devient donc une tactique chez lui. En simulant l'ignorance, Socrate s'arroge ainsi la position de questionneur, qui peu à peu va mettre son interlocuteur en difficulté par des questions de plus en plus précises et qui ont l'air d'être naïves. Et à la fin, l'interlocuteur va être incapable de justifier son affirmation initiale qui consistait à dire « Ah ben oui, tu me parles de la justice, je sais ce que c'est, tu me parles de la piété, je sais ce que c'est, tu me parles de la vertu, je sais ce que c'est, etc. » Voilà donc le Socrate de Platon. Revenons au Socrate de Xénophon. Je vous disais que ici, il ne simule pas son ignorance, puisqu'il s'estime compétent pour enseigner la justice. Et il se moque évidemment d'Hippias, on l'a vu,
en feignant de le considérer comme un savant, pollu mathès, on l'a vu. Et ce, donc, par opposition à ce qu'il y avait au paragraphe 6, notre Socrate va développer cette idée. Mon cher Hippias, puisque tu ne dis pas toujours la même chose sur le même sujet, c'est que tu n'es pas compétent. Car la compétence exige un discours toujours identique. Donc, retenons de tout ce que je viens de dire que dès le départ de cet entretien, Socrate nie la compétence d'Hippias et la suite va nous montrer qu'il se tient fermement à cette ligne. Je reprends maintenant au paragraphe 8 en haut de la colonne 2. Je lis, donc c'est Socrate qui parle. Donc l'autre venait de dire, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire, hein, je puis dire des choses que ni toi ni personne d'autre ne pourrait contredire sur le juste. Ah, voilà qui intéresse Socrate. Socrate, parera, répondit-il. C'est un bien considérable que tu prétends avoir découvert. Vous voyez de suite l'ironie. Puisque les juges cesseront de diviser leur voix en deux, les citoyens de se contredire, de s'intenter des procès et d'être en conflit pour des questions de justice, et que les cités cesseront d'avoir des différends pour des questions de justice et de se faire la guerre. Puisqu'il prétend, il a prétendu, on a vu qu'il va dire des choses sur la justice qui seront incontestables. Je continue. Aussi, je ne vois pas comment je pourrais te quitter avant de t'avoir entendu exposer la découverte d'un si grand bien. Pas besoin d'insister sur l'ironie. Et il l'a bien senti, cette ironie, puisque lisons à partir de 9 la réponse d'Hippias. Mais par Zeus, répondit-il, tu ne m'entendras pas avant que tu ne m'aies toi-même révélé ce que tu considères être le juste. Et maintenant l'attaque. C'en est assez, en effet, de se moquer des autres en interrogeant et en réfutant tout le monde, alors que toi, tu ne consens avec personne à soutenir une position ni à révéler ta pensée sur rien. Vous voyez qu'il a été vexé et qu'il a contre-attaqué ferme. Je continue, 10, Socrate, non? Eh bien, Hippias, répondit-il, n'étais-tu pas aperçu que je n'ai de cesse de montrer ce qui paraît juste? Remarquez bien que Socrate n'a pas répondu. L'autre lui demandait, dis-moi ta pensée sur le juste. Socrate répond, j'ai toujours montré ce qui me paraît juste. Donc, Hippias ne le lâche pas. Et en quoi consiste ton discours? Socrate, de nouveau, on dirait aujourd'hui, botte en touche. Ce n'est pas par un discours que je le montre, mais par des actes. N'es-tu pas d'avis que l'acte est plus convaincant que la parole? L'acte est plus convaincant que la parole. Très intéressant, ça nous ramène au début des Mémorables. Je vous disais que Xénophon nous disait que Socrate avait montré la justice par ses actes, aussi par ses paroles, mais toujours par ses actes. Et donc, continuons. Donc, nous en sommes ici à la ligne 76. Hippias, beaucoup plus par Zeus, car il y en a beaucoup qui commettent des injustices, bien qu'ils disent des choses justes, mais on ne saurait être injuste lorsqu'on agit avec justice. Continuons, ça va s'éclairer. Socrate, m'as-tu donc, nous sommes à 11, hein, m'as-tu donc jamais surpris en train de faire un faux témoignage, de lancer une accusation calomnieuse, d'encourager la dissension entre mes amis ou dans la cité, ou enfin de perpétrer quelque autre injustice? Non, jamais.
Socrate. Mais s'abstenir des actions injustes, ne crois-tu pas que c'est juste? Vous remarquez qu'il n'a toujours pas défini la justice, hein, il en est toujours aux actions. Réponse de d'Hippias. Il est évident, Socrate, que maintenant encore, tu t'emploies à éviter de révéler ta pensée sur ce que tu tiens pour juste, car tu ne parles pas de ce que font les justes, mais de ceux qui ne font pas. Réponse de Socrate. Mais je croyais pour ma part que de ne pas consentir à l'injustice était une preuve suffisante de justice. Mais si tu n'es pas de cet avis, examine si ceci t'agrée davantage. J'affirme en effet que ce qui est légal est juste. Nous allons nous arrêter là, mais j'insiste sur cette équation que fait Socrate, le juste égale le légal. Donc vous pouvez poser l'équation légal égale juste et inversé, donc juste égale légal. Et nous arrivons là, bien sûr, au cœur du sujet et nous reprendrons là donc à la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.